Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Nous recevons aujourd'hui Henri-Louis Delhomme, Head of S&OP chez Candia. Bonjour Henri-Louis. Bonjour Fanny. Head of S&OP, si vous ne le savez pas, c'est le responsable des sales et des opérations planning. C'est exact Henri-Louis ? C'est en partie ça, c'est aussi beaucoup d'autres choses. J'appartiens à ce qu'on va appeler le jargon de la supply chain. On aime bien mettre maintenant du S&OP dans les organisations. Ça va englober effectivement une partie animation des plans de vente commerciaux et marketing, et puis une notion capacitaire avec la partie planification industrielle. Vous êtes jeune, vous avez 39 ans, mais vous avez un parcours atypique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Un parcours atypique, je sais pas, mais en tout cas un parcours qui me plaît. Je travaille par envie. Je travaille toujours par envie. En tout cas, j'ai toujours appris par envie et j'apprends toujours. Alors atypique, oui, parce qu'à la base, j'ai un parcours plutôt industriel. J'ai commencé par un BEP CAP d'ébéniste, ce qui n'était pas du tout prédestiné à ce que je fais aujourd'hui en tout cas. Mais j'étais assez sensible à la transformation de la matière et le bois, je trouvais que c'était quelque chose qui se modelait assez bien et qui pouvait permettre de créer pas mal de choses. Mais c'était pas forcément une finalité d'un job à la fin, et donc j'ai poursuivi mes études pour atteindre un MBA en management et performance des achats à Paris, qui en fait m'a permis d'ouvrir un scope un peu plus large que ce que je pensais au départ. Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette fonction de Head of S&OP clairement ? Le S&OP, c'est assez nouveau en France. C'est très connu à l'international. On va même parler de S&OP IBP, avec une différence forte, c'est que l'Integrated Business Planning, donc l'IBP, intègre la notion de finance. Si on va un petit peu plus loin dans les structures anglo-saxonnes, on intègre la valorisation financière. Et aujourd'hui, on sait que la partie intégration financière, on parle beaucoup de cash, de valorisation. C'est un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui dans les mouvements, les agilités, les business qui changent, les méthodes de consommation qui évoluent énormément. Et pour être un peu plus concret sur ce que va être un S&OP, c'est articulé sur 4 grandes étapes, en tout cas, comment je le perçois aujourd'hui. C'est d'abord d'avoir un plan assez précis sur comment est-ce qu'on va articuler notre portefeuille de produits. Est-ce que j'ai des lancements d'innovation ? Est-ce que j'ai des arrêts de produits, des référencements chez des nouveaux clients ? Une nouvelle road to market, par exemple l'e-commerce, qui devient quelque chose d'assez important dans les business models de nos structures. Et c'est d'avoir une vision assez précise de quel est le portefeuille de nos produits que l'on souhaite mettre à la vente pour nos clients. On va dire que ça, c'est la première grande étape, c'est d'avoir un master data, et on parle beaucoup de data en ce moment dans les organisations. Comment on les articule, comment on les travaille, comment on les exploite. Et pour moi, c'est le premier élément, c'est de m'assurer que ma base de données est bonne. La deuxième étape va constituer à réaliser un plan de vente avec les équipes commerciales et marketing, avec toujours une ambition d'avoir un horizon assez lointain en projection. Le S&OP va avoir cette vertu d'aller toujours dans l'anticipation entre 18, 24, 36 mois, tout dépend des business. J'ai travaillé dans la pharma au départ, on était plutôt sur un horizon de 3 à 4 ans. Aujourd'hui chez Candia, dans l'agroalimentaire, on est plutôt sur un horizon de 12, 18 mois. Ce qui nous permet d'avoir une vraie vision de la matière. Donc c'est de construire un plan de vente avec les équipes sales, marketing, sur la détermination du besoin client et de bien le lisser dans le temps. Et la troisième étape, c'est de passer tout ça à la moulinette, je dirais, capacitaire industrielle. On est tributaire de sites industriels ou de sous-traitants, tout dépend des organisations, mais c'est de s'assurer que ce que le client demande, on sera en mesure de pouvoir lui livrer, de lui fabriquer. Voilà, donc la troisième étape, c'est celle-ci. Les enjeux de cette fonction ? Ils sont multiples. Aujourd'hui, ce type de poste est encore assez méconnu, on va dire, du grand public. Si on prend la supply chain, en fait, c'est quoi ? C'est une chaîne d'approvisionnement. Et le réflexe que vous avez quand vous allez en magasin le matin ou le soir en faisant vos courses, c'est d'avoir un produit, toujours le produit que vous voulez, dans le rayon. Et en fait, il ne vient pas tout seul. Donc, il y a toutes ces étapes, on va dire, S&OP qui arrivent en amont. Et l'enjeu derrière, c'est effectivement que le client qui va venir acheter notre produit, notre bouteille de lait, notre plaquette de beurre, arrive en rayon et se dise se pose pas la question de se dire je vais prendre le produit du concurrent parce que le produit Candia est là et on peut le satisfaire. Donc l'enjeu prioritaire et l'enjeu majeur, c'est bien sûr la satisfaction de nos clients. Et donc quels sont les facteurs clés du succès de cette nouvelle fonction justement ? C'est beaucoup de pédagogie, c'est énormément de pédagogie. Moi j'articule mon métier sur 3 piliers forts. Je pense beaucoup à la partie people, donc à la partie collaborateur. Je pense que ce métier, c'est avant tout du contact et de l'échange. On va parler beaucoup de consensus dans la gestion des prévisions des ventes, mais notre métier, c'est
de pouvoir permettre à tout à chacun dans une organisation entreprise, dans un écosystème entreprise, de se mettre autour de la table et de partager des visions. Et mon métier, c'est d'aboutir à une vision qui soit la plus réaliste possible. Donc le vrai enjeu, c'est déjà d'avoir des personnes qui ont la passion de ce métier-là, la passion de faire passer des messages, de faire adhérer à un processus commun. Et c'est l'étape numéro 2, c'est comment j'anime ces collaborateurs ou ces équipes. Et ben je le structure avec une partie de processus. Et il faut être assez agile dans les mouvements qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi avoir une certaine fermeté sur la conduite des process à maintenir. Je pense notamment au processus qualité. Je travaille dans l'agroalimentaire, le processus qualité est quelque chose qui me drive quotidiennement. C'est quelque chose sur lequel je m'appuie et heureusement qu'il y a des processus là-dessus. Et puis le dernier élément, ce sera la partie outils, la partie tools, où effectivement, si on veut faire gagner en compétences, si on veut faire monter en puissance les équipes et les process, on s'appuie sur des IT et des outils spécifiques. Quel est l'avenir de cette fonction ? L'avenir, il est radieux pour nous. Il est radieux. Le poste SNOP ouvre aujourd'hui une dimension qu'on connaissait peu jusqu'à maintenant, l'anticipation. Ça s'est accéléré avec la crise ? Ça s'est accéléré parce que mon métier il vise à anticiper le pire pour qu'il ne se produise pas. Et pour ça, il ne faut pas avoir un esprit pessimiste, bien au contraire, mais il faut avoir un esprit qui regarde un petit peu partout, think out the box, et d'aller chercher l'information là où elle existe, partout, discuter, rencontrer des gens, des acteurs. Donc que ce soit avec les membres d'un COMEX ou que ce soit avec les gens en bout de chaîne, à l'usine. Exactement, en bout de chaîne sur un site de production. Parce qu'ils vont pouvoir vous dire, vous voyez, cette ligne de production, une maintenance est nécessaire dans les 6 mois. Ok, si elle n'est pas faite, peut-être qu'on va tomber en rupture, en panne. Donc l'anticipation. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est des visites terrain avec nos équipes commerciales, aller rencontrer nos clients, nos centrales d'achat et voir comment on fait une stratégie ensemble pour livrer les produits en temps et en heure. Vous faites des prévisions financières aussi ? Vous avez des outils ? On a des outils, mais on a surtout des personnes de talent qui s'occupent de ça. C'est une vraie fonction à part entière. Je ne suis pas financier, mais on s'appuie sur des organisations de direction administrative et financière qui, à partir du moment où comprennent l'enjeu de ce cycle SNOP, sont partie prenante réelle de l'organisation et de comment on va délivrer tout ça. Dans des organisations où le cash est extrêmement important, parler volume, c'est pas suffisant. On va parler qu'à une certaine population d'un comité de direction, et moi j'ai la chance d'animer mon processus au sein du comité de direction. Si je souhaite que mon DAF s'oriente dans la même trajectoire que la mienne, il faut qu'il soit partie prenante du processus et qu'il ait aussi tous les éléments pour valoriser au mieux la prévision des ventes. Comment mettez-vous en place un rolling forecast ? Aujourd'hui, c'est un vrai changement de paradigme. On est encore dans l'ancien modèle, c'est-à-dire que je vais attendre une année fiscale pour construire un élément budgétaire, passer beaucoup de temps à construire un élément budgétaire qui, au final, dans certaines structures, sert peu, c'est-à-dire en référence, mais on se dira toujours, ouais, de toute façon, le budget, c'est un budget à un instant T, il ne vaut pas grand-chose. Et la logique maintenant voudrait qu'on s'oriente vers un rolling forecast, donc une prévision glissante, on peut dire un horizon de 18 mois, tous les mois réactualisé avec un horizon de 18 mois, et ce qui permet, dans mon esprit en tout cas, d'être vraiment dans la réalité du business et d'apporter une vraie valeur ajoutée. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chiffre dans le SNOP. Le bon chiffre, c'est celui qui va mettre tout le monde d'accord et celui qu'on va réussir derrière. Et je trouve que c'est de bon augure, en tout cas, ça va de sens d'aller rechercher cette agilité et de faire un rolling forecast. Et ça ne se fait pas tout seul. Là, par contre, il nous faut vraiment des outils performants. C'est un gros boulot pour les équipes de réactualiser un plan de vente, un plan de production tous les mois. Et pour ça, on mise beaucoup sur des outils qui existent sur le marché et qui nous aident à faire ça très bien. Quelle est la vision d'un SNOP vert ? Ça existe ? On aimerait que ça existe. Et il faut que ça existe, en tout cas. On se doit d'avoir cette dimension RSE qui est donc très sensible chez Candia sur la partie collecte de lait, le bien-être des animaux, avoir des collectes de lait qui soient proches de nos agriculteurs. Et je vous donne un exemple, qu'une citerne ne fasse pas Paris, Toulouse en tout cas. On essaie de se mettre localement. On a encore du mal à identifier quel est le bon indicateur, pour être tout à fait honnête. Vous les avez pas encore, les indicateurs ? On souhaite les avoir. Comment on les met en œuvre maintenant, c'est une autre dimension. Et je pense qu'on on est en train de réfléchir justement à recruter des profils de personnes qui sont dans une dynamique complètement RSE, qui peuvent venir d'autres organisations, peut-être même d'ONG, apporter une vision extrêmement claire sur comment est-ce que demain on devient plus green, comment est-ce qu'on apporte une vraie valeur ajoutée sur le vert. Et le SNOP a une vraie valeur ajoutée là-dedans, en tout cas. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une politique RSE chez Candia ?
On a une vraie politique RSE. On travaille sur la réduction des emballages zéro carbone, des emballages recyclés, effectivement. La réglementation nous aide aussi. On vient de passer une gamme de nos produits, une gamme phare qui s'appelle les produits Candy Up. On est passé avec des pailles en plastique à paille papier. On réduit les emballages secondaires. On essaie de livrer sur des palettes qui sont dans un circuit recyclable et vertueux. Et puis aujourd'hui, on travaille vraiment sur des éco-emballages avec nos clients pour qu'ils nous accompagnent sur une démarche encore plus verte. On va rester sur Candia, c'est 7 sites en Europe spécialisés en produits laitiers. Comment arrivez-vous à sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement ? Alors Candia, en quelques chiffres, donc on fait partie d'une coopérative qui s'appelle Sodial. Sodial est un deuxième acteur au niveau France sur la partie coopérative laitière. On transforme à peu près 5 milliards de litres de lait par an, ce qui fait 20% de la collecte nationale française. On est 100% français, on n'est absolument pas sur la partie européenne. C'est combien de personnes, Candia ? Candia, on est à peu près 1500 collaborateurs, mais le chiffre qui est le plus important, c'est les 18 000 éleveurs qui apportent le lait tous les jours dans la coopérative. On dépasse le milliard de chiffre d'affaires. Comment vous faites pour sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement ? Et bien, grâce à un SNOP performant dans l'organisation, en tout cas, j'ai envie de dire. Mais globalement, c'est encore une question d'hommes dans l'équipe. On est dans une organisation très orientée production et amélioration de nos processus. On est une coopérative, donc c'est-à-dire qu'on se doit de consommer et de transformer l'intégralité du lait que l'on reçoit pour faire l'effet miroir avec une entreprise privée qui va acheter du lait uniquement ce dont elle a besoin. Donc on va subir des éléments de crise aussi bien... Comme la crise du Covid qui a dû quand même vous impacter sacrément. Un excédent de lait ou un déficit de lait en fonction de la collecte. Les vaches ne font pas du lait régulièrement dans l'année. En tout cas, c'est une période très spécifique dans l'année avec des pics assez importants. Et c'est vrai que ces éléments-là nous permettent de se dire comment est-ce qu'on structure tout ça et comment est-ce qu'on partage l'expérience. Et on démultiplie sur nos 7 sites l'autonomie et, je dirais, l'accessibilité de la fonction pour se dire effectivement un produit qui n'est pas disponible dans une usine peut être fait dans l'usine numéro 2 et ainsi de suite. Et en tout cas d'avoir des équipes qui sont complètement autonomes sur un processus et pouvoir backuper des sites l'un comme l'autre. Vous avez des flux constants. Comment vous arrivez à anticiper les risques de rupture de matières premières ? Je parle d'emballage, de palettes. Comment vous faites ? Alors, on a des équipes dédiées pour ça. Et c'est tout l'intérêt du SNOP, c'est d'avoir une anticipation à très long terme. Je vous parlais tout à l'heure de 18 mois. Sur les métaux ou les ingrédients dits stratégiques ou spécifiques, on va plutôt faire un plan à 5 ans d'approvisionnement. On travaille beaucoup avec la direction des achats, qui est un de nos principaux acteurs dans la réussite de ce projet-là. Aujourd'hui, même si on est passé peut-être de 3 mois d'approvisionnement à plus de 6 mois, la rigueur de nos relations avec nos fournisseurs, notre qualité relationnelle, les ingrédients qui sont sur une partie dite stratégique comme le lait, font qu'on arrive à sécuriser au mieux cette partie approvisionnement. Quels sont les gros problèmes que vous avez rencontrés avec la crise du Covid qui a totalement déstabilisé la supply chain ? Le premier élément qui nous a perturbé, c'est les équipes à 100% à la maison en moins de 48 heures. Et c'est à vous que là, on était légèrement pris de court. En fait, la logique nous a imposé de mettre nos usines en mode fermé avec des personnes extérieures qui n'étaient plus autorisées à venir. En tout cas, que le personnel dédié au site de production pour éviter tout risque de contamination. Aucun site n'a été fermé pendant la période du Covid. On a eu quelques ralentissements mais lié plutôt à la mise en place de la démarche qualité-sécurité. Candia prend extrêmement au sérieux les enjeux sécurité sur la partie alimentaire et ça s'est fait assez naturellement sur les sites. Là où c'était plus compliqué, c'est sur la partie administrative où tout le monde n'est pas équipé d'un ordinateur portable à cette époque-là. Maintenant, c'est le cas. Tout le monde a un téléphone portable et un ordinateur portable à disposition. Mais les gros changements ont été de comment est-ce qu'on peut mettre tout le monde en réseau à distance pour saisir les commandes, commander les camions, gérer un plan de production à distance. Vous vous êtes pas arraché les cheveux ? Il m'en reste encore quelques-uns. mais encore une fois, je pense que tout le monde était dans le même sujet. Donc il y a eu un vrai élan de je compte pas mes heures, je m'organise différemment, j'essaie d'apporter une vraie pierre à l'édifice. Et encore une fois, je pense que c'était une question très humaine pour résoudre cette partie-là en tout cas. Utilisez-vous un système IT afin de faire marcher au mieux la chaîne de production chez Candia ? On a des outils spécifiques, effectivement, sur la prévision des ventes, sur la partie planification industrielle. C'est ce qui vous aide, vous, à faire votre métier ? Absolument.
Je pense que c'est extrêmement important. Je vous le disais tout à l'heure, sur les 3 piliers, le dernier pilier permet déjà de standardiser votre méthode de travailler, d'avoir un système sécurisé pour le partage documentaire et la construction des informations. Et aussi, un dernier élément, c'est d'assurer le travail qui est légèrement routinier et récurrent pour que les collaborateurs puissent travailler sur des vraies actions à valeur ajoutée et prendre un peu de jus de cerveau pour construire les plans d'amélioration. Et les outils sont là pour ça, en tout cas, pour s'appuyer dessus et nous faire progresser. Henri-Louis, comment mettre en place un SNOP clair ? Pour mettre en place un processus SNOP, je pense que déjà, il faut intégrer un climat d'urgence dans l'organisation. Il y a une vraie notion à intégrer au niveau d'un comité de direction, c'est pourquoi j'ai envie de faire ça et pourquoi je vais le faire. Et le climat d'urgence me paraît, d'autant plus dans l'actualité actuelle, là, de se dire, ok, il y a un problème sur une organisation, une usine, un schéma de vente, j'ai besoin d'aide et comment je vais structurer l'information et mettre tout le monde autour de la table pour qu'on prenne la bonne décision. Et le SNOP va créer ce climat d'urgence en disant, attention, dans cet endroit-là, dans ce point-ci, on sent un dysfonctionnement et on se doit de mettre en place un processus. Mais finalement, ça permet de faire gagner de l'argent, de faire des économies aux entreprises. Allez, complètement, c'est très orienté cash aujourd'hui. La partie financière avec l'IBP va nous donner cette notion de valorisation sur des produits qui ne sont plus rentables compte tenu des frais usines et des frais de développement, et d'accentuer notre démarche sur des produits à forte valeur ajoutée et de masse d'argent, en tout cas, qui permet de rentabiliser le produit, et d'accentuer vraiment nos efforts là-dessus. Et je pense qu'avec ce climat d'urgence, un vrai leadership ou un sponsorship de la part du comité de direction, en fait, vous avez carte blanche pour intégrer toutes les divisions, finance, marketing, vente, et d'apporter une vraie valeur sur l'exécution à proprement parler de ce projet-là. Merci beaucoup Henri-Louis Delambre pour votre retour d'expérience dans les Afters de la transformation. Avec plaisir. Merci Fanny. Je rappelle que vous êtes Head of SNOP chez Candia. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. À très vite pour un nouveau numéro. Bonne journée à tous. Les Afters de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.